Et bonjour tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est le début du mois et on va faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé sur les marchés financiers et quel impact ça a pu avoir sur mon portefeuille, en tout cas mes portefeuilles en bourse. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Alors, si on fait un peu le point sur ce qui s'est passé, du coup le courant du mois de janvier, pas mal de volatilité, si on regarde un peu le VIX notamment, l'indicateur de volatilité sur les marchés américains, on voit que depuis un mois, on a une volatilité qui augmente, hein. On est passé quasiment de 14.5 à quasiment maintenant, on n'est pas loin des 20, et 20 c'est un peu la barrière, un peu la limite haute, auquel si on passe au-dessus de ça, généralement on a des très très grands mouvements de volatilité, c'est-à-dire des marchés qui font des moins 3, moins 4%, et c'est des fois c'est un peu l'occasion aussi de pouvoir renforcer ses positions. Donc aujourd'hui on a un VIX qui augmente, et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le Nasdaq depuis un mois, nous avons un Nasdaq qui a quand même fait une performance positive de 1,37%. D'ailleurs, ça permettra de comparer un petit peu à la performance finalement de mon portefeuille, parce que vous le savez, dans ce challenge, l'idée pour moi, c'est de voir si mois après mois, je suis en mesure de pouvoir battre l'un des indices les plus performants de ces 10 dernières années, à savoir le Nasdaq 100, donc les entreprises à majorité technologique américaine. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le S&P 500, donc pareil, performance positive de plus 1,17%, donc on voit que par exemple pour le mois de janvier, le Nasdaq a été supérieur, en tout cas en termes de performance, par rapport au S&P. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le marché français, on voit qu'on a une performance négative de moins 0,88%, liée notamment pas mal, pareil, le contexte aujourd'hui, même si, si on regarde un petit peu d'ailleurs, depuis plus de 6 mois, on voit quand même que le CAC 40 se rattrape, mais sur ce mois-ci, en tout cas, la performance est négative. Si on regarde un petit peu les performances des marchés émergents, et là c'est un petit peu peut-être mon regret de l'année dernière, parce que j'avais fait un arbitrage en vendant mes positions américaines sur les ETF, en basculant sur un momentum, en utilisant un peu une stratégie momentum, en basculant sur les marchés émergents, on voit quand même que depuis maintenant un an, le marché émergent quand même surperforme quasiment tous les marchés aujourd'hui développés, que ce soit le marché américain, les marchés européens. On voit que le marché émergent c'est clairement un rattrapage par rapport à cette sous-performance qu'il y a pu avoir ces 3-4 dernières années, et on voit qu'aujourd'hui le marché émergent ça cartonne, on fait plus 39,35% sur un an, et si on regarde un peu la performance sur un mois, on a une performance de plus 5%, donc quasiment 3 points et demi de plus finalement que le Nasdaq 100, et clairement une très très belle performance. Alors moi j'ai un petit peu d'un ETF Asia qui a profité également de ces belles performances, parce que Asia et Emerging Market, généralement elles sont très très corrélées. Il y a pas mal d'ailleurs d'entreprises qui sont sur les marchés émergents, qui sont également sur le marché asiatique, et donc du coup ça m'a permis également d'avoir une performance, notamment sur mon gros contrat d'assurance vie, mais on voit que voilà, clairement aujourd'hui les marchés émergents surperforment l'ensemble des marchés développés européens et américains. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le gold, d'ailleurs vous avez vu probablement que la semaine dernière, le gold et l'argent se sont littéralement cassés la gueule. C'est un peu ce qu'on peut voir sur ce graphique, moins 7,77% sur 5 jours. Donc très clairement, on était passé au plus haut, on était monté à 5571, allez, 5591 dollars l'once, et on est passé en l'espace, donc au 2 février, donc au plus bas, on est passé à 4575, donc on voit qu'on a une très très grosse chute sur le gold. Je vous parle même pas du Bitcoin. Le Bitcoin, on a pris en l'espace d'un mois, moins 12,65%, j'en ai d'ailleurs profité pour recharger un peu, parce que vous savez, j'avais des stablecoins sur lesquels je souhaitais réinvestir. Donc là, voilà, j'ai renforcé un peu ma position Bitcoin. Moi, je fais un DCA hebdo, plus derrière une poche qui me permettra d'investir au fur et à mesure, s'il y a encore des baisses comme ça successives sur le Bitcoin, qui me permettra de renforcer ma position, et donc du coup de niveler à la baisse mon prix de revient, si on devait comparer ça en comparaison de l'euro ou du dollar. Donc là, pareil, grosse baisse sur le Bitcoin. On regarde un petit peu pareil ce qui s'est passé, notamment si on prend l'indice, donc le DXY, qui permet en fait de vérifier tout simplement la performance de la parité, en tout cas de la performance entre le dollar contre un panier de devises.
Et là, on voit que depuis d'ailleurs le 28, le dollar se reprend, ce qui signifie qu'en fait le dollar se renforce. Il y a également les matières premières, on voit que le pétrole également a augmenté, c'est aussi lié au contexte géopolitique international, on voit qu'il y a eu de la tension entre l'Iran et les États-Unis. Est-ce qu'il va y avoir la guerre, est-ce qu'il ne va pas y avoir la guerre? On va suivre un petit peu tout ça ces prochains jours, sachant que le Golfe, demain, là où transite une immense majorité des marchandises, effectivement, l'Iran joue de sa position géographique pour mettre un peu la pression, tout ça, et ça met la pression un petit peu sur les marchés. Donc les marchés n'aiment pas, vous le savez, les incertitudes, et aujourd'hui, nous sommes un peu dans une période un peu incertaine, dans le sens où on ne sait pas si on va l'avoir, un futur conflit ou pas, au Moyen-Orient. Si on regarde un petit peu les performances, notamment du S&P 500, enfin en tout cas les entreprises qui composent le S&P 500, on voit Microsoft, malgré des très bons résultats, Microsoft fait peur. Microsoft fait peur, pourquoi? Parce que concrètement on nous fait comprendre que la croissance finalement sur la partie cloud, elle sera peut-être un peu moins importante que prévu, et puis surtout ils investissent massivement dans l'IA, notamment via son OpenAI, qui était à l'origine de ChatGPT, et ils vont investir énormément de capex, ce qui fait que concrètement, ça, les investisseurs n'aiment pas ça, et sur un mois, Microsoft a perdu moins 11,73%. Pareil, notamment pour des valeurs comme Palantir, Oracle, donc cette technologie qui est un peu en souffrance. Pareil pour Apple, Apple qui a eu d'ailleurs des très bons résultats avec des ventes en hausse de son dernier téléphone, l'iPhone 17, et on voit que malgré tout, Apple souffre sur un mois, on a perdu quasiment moins 5%. Nvidia qui a fait plus 1,91, mais on voit quand même que, en manière générale, les grosses mastodontes, elles ont malheureusement un petit peu souffert sur cette partie-là. Pareil, si on regarde un petit peu Tesla qui donc a annoncé des résultats qui étaient à peu près conformes aux résultats, donc moins 5,29%. Google qui a, avec Meta, qui a d'ailleurs cartonné, si vous avez suivi les résultats trimestriels, j'ai renforcé moi d'ailleurs un petit peu ma position sur Meta, plus 7,59% et plus 7,62% pour Google. Google d'ailleurs qui est ma principale position sur ma partie stop picking. Si on regarde un peu les bancaires ont souffert, pareil dans le secteur de la santé, et puis on voit que les autres secteurs industriels, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les utilities, ainsi que les real estate sont quand même plutôt dans le vert. Les énergies pareil, qui a profité aussi de la hausse du pétrole, elles sont également dans le vert. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, notamment sur les résultats des entreprises cette semaine, on va encore avoir des très grosses annonces. Si on prend par exemple le cas de Google, moi qui me concerne, donc c'est mercredi, Google donc il va publier ses résultats, donc ça va forcément avoir un impact à la hausse ou à la baisse sur mon portefeuille en fonction de ce qu'ils vont annoncer. Amazon pareil jeudi, donc des très gros lourds, les Magnific 7 qui vont donc annoncer leurs résultats. Et donc ça forcément ça va aussi créer, je pense, un peu de volatilité sur les marchés. Si on regarde un petit peu, notamment au niveau croissance économique, aujourd'hui, les dernières publications en termes de résultats de croissance de PIB, on voit que les États-Unis sont à la manœuvre, 4,4, et on a des prévisions à 3,8. On verra ça, donc ça sont les références de septembre 2025. Si on regarde par exemple pour la France, concrètement, croissance très molle, 0,2 et 0,5, et en fait on se félicite de tout ça, mais clairement on fait un peu du surplace en Europe, si on regarde l'Allemagne, il y a quasiment une croissance quasiment nulle. On regarde par exemple des pays comme l'Argentine qui aujourd'hui, grâce à la nouvelle gouvernance économique qu'a mis en place le président, on voit que l'Argentine commence à sortir un petit peu de l'ornière, et ça c'est quand même très bon. Si on regarde un petit peu les stats concernant l'inflation, on voit que l'inflation pour le moment reste sur le même niveau, 2,7 points d'inflation aux États-Unis, que ce soit en novembre ou en décembre. Si on regarde par rapport à l'Europe, on voit que la croissance de l'inflation, en tout cas, elle est beaucoup plus basse en France. On a quasiment une inflation inférieure à 1%, d'ailleurs, ce qui a permis, ou finalement ce qui a malheureusement impacté à la baisse le livret A, le placement préféré des Français, qui est passé de 1,7 à 1,5% au mois de février, donc le 1er février. Mais on voit quand même que sur la partie européenne, l'inflation quand même a tendance à baisser. Si on prend sur notamment la zone euro, on est passé de 2,6 à 2,5%. Donc pour l'instant, c'est contenu.
Si on regarde un petit peu, là aussi c'est intéressant, parce que ça aussi, hein, ce sont des éléments qui impactent également les marchés actions, hein. Si vous avez des obligations qui prennent de la valeur, généralement les gens, en tout cas les investisseurs, font ce qu'on appelle les arbitrages, en tout cas les institutionnels, hein, sur des fonds qui sont, entre guillemets, beaucoup moins risqués que les marchés actions. Si on regarde un peu le 10 ans, notamment en France, on est revenu à 3,43, on est revenu légèrement en dessous de l'Italie qui est à 3,47, pardon, mais bon, on se tire un peu à la bourre entre les deux pays là. Et si vous regardez par exemple les États-Unis, aujourd'hui le 10 ans il est à 4,22. Donc quand vous avez par exemple des obligations comme ça, qui sont relativement intéressantes sur 10 ans, et ben voilà, vous avez forcément une partie d'arbitrage qui font que aujourd'hui vous avez des alternatives en tout cas pour aller chercher un peu de rendement aux actions. Allez, on va regarder un peu, du coup, les positions que j'ai dans mon portefeuille. Vous savez, j'ai ouvert un compte titre chez Interactive Brokers, donc pour arrêter mes investissements que je faisais de manière mensuelle, que ce soit sur Trading 212 ou Trade Republic, pardon. Je cherchais mes mots. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si je me donne la possibilité éventuellement de partir, de quitter la France ces prochaines années, j'aimerais pouvoir conserver donc du coup mon portefeuille, et effectivement Trade Republic et Trading 212, il est beaucoup plus complexe, et notamment de Giro également, que j'ai aussi, est beaucoup plus complexe en tout cas de conserver, quand on n'est pas résident fiscal européen, de conserver ses comptes titres ordinaires. Donc l'idée c'est de travailler avec un broker qui me permettra, de par le monde, à pouvoir conserver mon portefeuille le plus longtemps possible. Et donc du coup j'ai décidé d'ouvrir un compte chez eux. Alors du coup là pareil, hein, je fais un petit DCA tous les mois. Donc l'idée c'est d'investir sur des entreprises que j'estime qualitatives. L'entreprise qui est rentrée récemment dans mon portefeuille, c'est Netflix. Je vous présenterai rapidement pourquoi, hein. L'idée c'est pas de faire d'analyse fondamentale, mais c'est de vous expliquer tout simplement pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une ligne avec sur cette entreprise. Donc aujourd'hui j'ai du Mastercard, Netflix, Microsoft, Amazon, Google, donc avec Alphabet, un ETF Nasdaq, donc celui-ci, et Meta, ainsi que Nvidia. Bon voilà, voyez mes principales positions, donc vous pouvez le constater, beaucoup de positions, notamment dans le secteur tech américain. L'idée c'est de comparer ça et de m'amuser, de voir si effectivement je suis en mesure de battre le Nasdaq. Alors si on regarde un petit peu finalement les performances de ce portefeuille, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réussi, comme vous pouvez le voir sur ce graphe, à battre le Nasdaq, hein. Le Nasdaq aujourd'hui qui, hop, vous voyez, c'est la courbe bleue, hop, et moi du coup la courbe rouge. Donc on voit que je sous-performe aujourd'hui, clairement, le Nasdaq 100, et c'est lié essentiellement à deux raisons. Pourquoi ça ? Parce que j'ai tout simplement investi sur Netflix. Netflix, si on regarde, ne m'a pas permis en tout cas de surperformer aujourd'hui le Nasdaq 100, et on regarde un peu toutes mes positions, voilà, vous voyez, donc ces positions-là, clairement, elles ont, m'ont pas permis, hein, tout simplement, de pouvoir tout simplement surperformer le Nasdaq. Donc moi, en tout cas, encore une fois, je regarde ça sur le long terme. Aujourd'hui, le Nasdaq m'a battu, c'est pas très grave. On verra ça dans 1 an, 2 ans. L'idée, en tout cas, c'est de pouvoir continuer à renforcer mon portefeuille sur du long terme. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai décidé d'investir sur Netflix. D'ailleurs, si vous regardez Netflix, hein, depuis le début de l'année, moins 10%. Donc vous comprenez que ça va forcément avoir un impact sur mon portefeuille. L'idée pour moi d'investir sur Netflix, c'est qu'aujourd'hui, Netflix, c'est simple, si vous regardez Netflix sur 5 ans, voilà, on était monté au plus haut, c'était impressionnant, on avait eu entre 2022 et 2024, d'ailleurs on avait quasiment même une période quasiment de croissance, en tout cas de la valorisation de l'action quasiment en ligne droite, et ça pouvait pas être tenable dans le temps. Forcément à un moment donné les marchés corrigent les excès, et c'est ce qui est en train de se produire sur Netflix. Pourtant, pour autant, quand vous regardez un petit peu finalement les données financières concernant Netflix, rapidement, vous voyez que Netflix, depuis maintenant que Netflix est Netflix, donc la création de Netflix c'est un chiffre d'affaires qui augmente année après année. Ça, pour moi, c'est clairement une entreprise qui montre qu'elle est capable, en tout cas, d'acquérir, en tout cas d'augmenter son chiffre d'affaires. Si vous regardez, ce qui est le plus important pour moi, c'est de regarder son résultat net. Son résultat net, il est passé entre 2021 à 5,12 milliards. On est passé à 10,98 milliards. On a multiplié par 2, finalement, son résultat net. Si vous regardez, finalement, sa marge nette, hein, c'est simple, hein, c'est le ratio entre son résultat net, 10,98, et son chiffre d'affaires. On fait une marge nette de 24,3%. Donc, au-delà
des 20%, qui est pour moi vraiment un critère fondamental d'une entreprise qui est qualitative. Et si vous regardez pareil le bénéfice net par action de valorisation entre 2024 et 2027, on est passé à plus 27,58%. Ça veut dire qu'en fait, cette entreprise distribue davantage par son nombre d'actions, en tout cas de la valeur, et ça pour moi c'est gage d'une entreprise qui est qualitative, sachant qu'en plus aujourd'hui les marchés ont un peu du mal à valoriser cette entreprise dans le sens où on parle d'un rachat notamment de Warner, donc si je ne me trompe pas c'est Warner hein, que Netflix va racheter, en tout cas veut racheter avec un catalogue exceptionnel donc de films et de séries, dont des séries en plus que moi j'adore, hein, si on prend par exemple HBO, hein, Game of Thrones, notamment pour ne citer qu'elle. Voilà, pour moi en clair, on va acquérir un catalogue, et ce qui fait la force finalement de ces plateformes de streaming, c'est d'avoir un catalogue qui tient la route. Et aujourd'hui, avec des licences comme ça, je pense que Netflix a encore, en tout cas, si en tout cas elle arrive à acquérir, hein, si tout le monde accepte le deal, on arrive à acquérir Warner, ça serait quand même pour moi quelque chose de super positif, en tout cas pour Netflix. Donc pour moi, une entreprise voilà, hyper qualitative, donc voilà, j'ai profité un peu de la baisse, hein. Tout simplement, Netflix depuis 6 mois, c'est moins 28%, et donc l'idée pour moi, c'est de créer une position comme ça, de commencer un DCA sur Netflix, parce que j'estime qu'aujourd'hui, Netflix est beaucoup plus intéressante à acheter aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a par exemple, il y a 6 mois. Voilà, donc j'ai décidé de renforcer ma position sur Netflix. Attention, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent depuis peu, aujourd'hui ma position principale sur par exemple en bourse, c'est des ETF. Hein. Moi je n'investis, je fais du stock picking que de manière vraiment accessoire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez un petit peu mes positions, je fais à peine 10% finalement de mes positions en bourse, elles sont sur du stock picking, sur des entreprises individuelles. La plus grosse position finalement de 80% ou 90% même de mes positions en bourse, ce sont des ETF. Et moi, je vous conseille de toute façon de démarrer, quand vous investissez en bourse, de commencer à démarrer sur des ETF et pas faire des choix d'entreprises individuelles. Voilà, ça c'est vraiment pour moi important de le préciser. Si on regarde d'ailleurs, je finis là-dessus, si on regarde un petit peu mes positions principales, notamment en stock picking, donc aujourd'hui qui sont sur le courtier de Giro, vous voyez que ma principale position, donc c'est Alphabet, sur lesquels j'ai une position à 4260, qui est valorisée à 4273 €, hein, ça me fait à peu près 15 actions, donc avec une plus-value, hein, j'avais commencé à acheter mes positions sur Alphabet en 2022, donc j'ai fait plus 207%, c'est vraiment chouette. Amazon, pareil que j'avais acheté en 2022, donc 17 actions, aujourd'hui positionné, valorisé à 3428 €, donc plus 75%. Si vous regardez ensuite Nvidia qui est en 3e position dans mon portefeuille, 2255 € aujourd'hui, j'ai fait 39%. Visa, ensuite 1627 €, donc là plus 7,86%. Ensuite Berkshire Hathaway, L'Oréal, Microsoft, Apple, et ensuite j'avais pris une petite position sur Baidu, donc Baidu qui est une entreprise chinoise de technologie. J'avais acheté 2 actions, donc aujourd'hui je suis à plus 12%, et pour le moment je souhaite conserver en tout cas ces lignes sur du très long terme. Ensuite, pareil, si on regarde un petit peu mes ETF qui sont positionnés sur ce courtier, j'avais acheté des entreprises européennes, américaines, j'ai également un ETF sur l'or, hein. Donc l'or pareil, hein, qui m'a permis, depuis que je l'ai acheté, m'a permis d'avoir une position à plus 150%, donc c'est vraiment chouette. Et puis ici, j'avais commencé à ouvrir cette ligne là, donc c'est un ETF qui regroupe plus d'entreprises que la MSCI World, donc qui est plus complet. Mais comme j'ai dit, j'ai arrêté mon DCA sur De Giro pour effectivement me concentrer sur tout simplement Interactive Brokers. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur mon portefeuille et sur les marchés de manière générale. Si on regarde de manière globale mon portefeuille, au plus haut, je suis monté au 16 janvier, donc c'était à 128 482 €. Je suis redescendu, hein, j'ai pris moins 3000 €, donc moins 123 000. Est-ce que pour autant je panique? Pas du tout. Je continue en tout cas à travailler mon portefeuille sur du long terme, parce qu'encore une fois, il faut avoir une vision quand vous êtes sur les marchés, il faut avoir cette vision long terme, et il ne faut pas faut pas avoir peur, hein, en tout cas, de cette dynamique. Si vous regardez un petit peu d'ailleurs, hein, regardez la courbe de mon portefeuille depuis que j'utilise Finari comme suivi, donc c'était début 2024, vous voyez que le portefeuille a continué à progresser, et encore, je ne l'ai même pas mis à jour, parce que j'ai pas mis mes derniers DCA sur le Nasdaq que je fais sur mes contrats d'assurance vie. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.